C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens de ce matin reviennent sur la réunion de 6 heures hier du cabinet restreint de lutte contre le coronavirus. Une réunion qui s'est tenue à Jérusalem et importante, particulièrement importante, car elle pourrait marquer un tournant dans ce combat que mène l'État d'Israël contre le virus. Et le Israël Hayom de publier ce matin en manchette de sa première page l'une des principales décisions prises lors de cette réunion, une décision qui a un effet purement dissuasif pour contraindre les Israéliens à respecter les mesures d'hygiène. Il a été décidé d'augmenter le montant de la contravention à payer en cas de non-port du masque. Jusqu'à présent, le montant à verser était de 200 shekels. Pour cette infraction, désormais, il faudra que chaque Israélien débourse 500 shekels s'il se fait attraper par les forces de police sans masque dans le domaine public. Et le Israël Hayom précise que dès hier, on a battu un record de contraventions dressées par les forces de police, plus de 1500 en 24 heures. L'autre mesure qui a été débattue mais qui n'a pas encore été déterminée ou décidée, c'est la reprise du traçage des malades potentiels grâce aux technologies utilisées au quotidien par le Shin Bet dans la lutte antiterroriste. Pas de décision pour l'instant en raison des divergences de vues profondes qui ont été constatées dans ce dossier. Les ministres Likoud dans leur ensemble sont favorables à la reprise de ce traçage, tandis que les ministres bleu-blanc y sont opposés. La décision finale devrait intervenir dimanche. Mais Ran Reznik, le spécialiste du dossier médical du Israël Hayom, écrit ce matin dans son éditorial qu'il est indispensable de ramener le Shin Bet au cœur de la lutte contre le virus pour permettre de repérer le plus vite possible les malades. Mais lors de la réunion d'hier, le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, n'a pas caché son opposition. Il a affirmé qu'il préférait que le Shin Bet forme des civils à ce genre de technologie. Et dans un éditorial en page 2 du Yediot Aharonot, Alex Fishman, qui est le correspondant militaire du grand quotidien israélien, suggère à ses lecteurs de bien écouter le message du patron du Shin Bet. Pour Fishman, l'utilisation des technologies du Shabak pour dépister les malades a été décidée certes au début de la crise sous la pression et parce que l'on ne savait pas encore comment maîtriser le virus. Or désormais, il faut absolument que le Shin Bet s'écarte d'une telle démarche afin qu'il ne puisse pas éveiller le moindre soupçon de vouloir profiter de son statut particulier pour remplir des missions qui ne sont pas les siennes, écrit ce matin donc Alex Fishman. Le Haaretz, lui aussi, se focalise sur cette démarche. Il titre ce matin « Le virus se propage, mais Netanyahou s'intéresse avant tout à la remise en place du système de traçage des citoyens ». Le Yediot, lui aussi, consacre sa une à la lutte contre le coronavirus, mais sous un angle différent, puisqu'il insiste sur la situation très précaire dans les départements internes des grands hôpitaux israéliens. Une situation qui pourrait bien se dégrader plus encore avec la réouverture des départements de coronavirus dans la plupart des hôpitaux pour répondre à l'augmentation très nette du nombre de malades du virus constaté au cours des 15 derniers jours. Nous ne sommes pas prêts à une seconde vague, affirment les chefs de ces départements internes des hôpitaux qui demandent une rallonge budgétaire au ministère de la Santé. Sinon, affirme-t-il, eh bien, nous allons nous effondrer. Et les journaux soulignent également qu'au cours de la réunion d'hier du gouvernement, le scénario le plus pessimiste a été envisagé, un scénario avancé par l'armée qui fait état dans le cadre d'une seconde vague qui pourrait déferler pleinement sur le pays au début de l'hiver prochain de plus de 125 000 malades en Israël, dont 2 000 malades qui seraient sous assistance respiratoire et des centaines de décès. C'est un donc scénario catastrophe qui a été retenu, on va dire, comme scénario de référence pour lutter contre le virus. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin également sur la réouverture du réseau ferroviaire, une réouverture à petit rendement puisque les wagons étaient hier très vides, relativement vides, on va dire. Au total, 30 000 Israéliens s'étaient inscrits pour réserver des billets alors que d'ordinaire, ils sont plus de 200 000 à utiliser le train pour se déplacer à travers tout le pays. Le Yediot Aharonot souligne également ce matin que la crise économique continue à faire rage et qu'un quart des petites et moyennes entreprises israéliennes sont en danger de fermeture ou de faillite. Et puis une information intéressante que l'on retrouve ce matin dans le Maariv. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a demandé au ministre de la Défense de séparer Galei Tzahal, la radio de l'armée, de l'infrastructure de Tsahal. Sinon, affirme-t-il, il faudra soit la privatiser, soit tout simplement la fermer. Affirme donc Aviv Kochavi, qui apparemment n'est pas le seul à penser ainsi. Le chef du service du personnel au sein de l'armée israélienne, le général Moti Almog,
pense également la même chose. Pourquoi Aviv Kochavi veut-il modifier le statut de la radio ? Eh bien parce qu'il affirme s'être trouvé plus d'une fois en train de devoir réagir à des développements qui se sont produits au sein de Galei Tzahal et qui étaient loin de faire l'unanimité pour l'instant. Ces déclarations ont été faites en coulisses apparemment et non en public, mais si le ministre de la Défense Benny Gantz donnait satisfaction au chef d'état-major, eh bien, il est certain que cela provoquerait un véritable tremblement de terre dans le paysage médiatique israélien. Le dossier de l'annexion maintenant, il figure en première page de Israël Hayom avec un titre qui nous vient des États-Unis, puisque les républicains ont fait passer à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou un message de soutien à l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations. Mais le Yediot Aharonot souligne en page intérieure que le dossier de l'annexion sera débattu en profondeur la semaine prochaine à Washington, lors de consultations particulièrement importantes qui devraient réunir Jared Kushner, qui est, on va dire, l'artisan du plan de paix américain, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, David Friedman, et également le conseiller du président Trump au Proche-Orient, Avi Berkovitch. Le président Trump pourrait, selon le Yediot Aharonot, se joindre également à une partie de ces consultations dont l'objectif majeur sera d'arrêter une position claire de la part de l'administration Trump dans ce dossier de l'annexion et face à la démarche donc conduite par Benjamin Netanyahou. L'une des questions qui sera débattue durant ces consultations sera de savoir s'il n'est pas préférable d'entamer la procédure de souveraineté par les blocs d'implantation proches de Jérusalem, comme Ma'ale Adumim et Gush Etzion, au lieu d'imposer d'emblée la souveraineté israélienne immédiatement sur 30% de la Judée et de la Samarie, comme cela est mentionné dans le plan de paix du président américain. À Washington, on redoute en effet de voir le Premier ministre israélien progresser trop rapidement dans ce dossier qui est très controversé. Les Américains craignent également que la mise en application de cette souveraineté n'affecte les relations entre Israël et la Jordanie. On a vu qu'il y avait des tensions entre les deux pays ces dernières semaines, et également entre Israël et les pays du Golfe Persique, ce qui pourrait avoir un impact, on va dire, sur le front que les Américains ont mis du temps à former entre Israël et les pays arabes modérés face à la menace du nucléaire iranien. Autre exigence que les Américains maintiennent, un consensus au sein du gouvernement israélien sur le volume de cette démarche d'annexion, consensus qui n'existe pour l'instant pas entre le parti bleu-blanc et le Likoud. Tous les quotidiens nous montrent ce matin des photos de la manifestation de protestation des Palestiniens contre le plan d'annexion qui s'est tenu hier à Jéricho. Les Palestiniens qui continuent à préparer, on va dire, une campagne de communication et de mobilisation, on va dire, de leur opinion publique contre le plan d'annexion ou de souveraineté israélienne mené par Benjamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot nous indique que c'est demain matin que devrait être envoyé dans l'espace un nanosatellite israélien qui a la taille d'un carton de lait. Didou 3, c'est son nom, devrait procéder durant son séjour dans l'espace à plusieurs essais scientifiques. Le lancement se déroulera à Kourou en Guinée française et il s'agit d'une coproduction israélo-italienne. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par un anniversaire qui est mentionné en évidence dans les pages du site internet du Haaretz. Il s'avère en effet que le chant de la paix, le Shir LaShalom, le fameux Shir LaShalom, fête ces jours-ci son 50e anniversaire. Ce chant, qui est un véritable hymne à la paix, est devenu très populaire dès sa sortie à l'époque, mais il avait aussi été très vite suscité par ses paroles de très vifs débats entre la gauche et la droite israélienne. Il avait été paradoxalement, diront certains, chanté par la chorale de Tzahal, l'une des chorales de Tzahal, et il était devenu mythique, en particulier au moment de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y a 25 ans, puisque c'est le dernier chant que le Premier ministre avait entonné avec Shimon Peres sur la scène de la grande manifestation en faveur du processus d'Oslo, qui s'était tenue le 4 novembre 1995 sur la place de ce qu'on appelait la place des rois d'Israël, peu avant que donc Yitzhak Rabin ne soit assassiné. La chaîne 12 avait consacré en fin de semaine dernière un long reportage de 14 minutes à ce chant en interrogeant plusieurs des chanteurs qu'il avait rendus célèbres à l'époque. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.